La peur t'apprend à comprendre les choses, selon Donato Carisi, mon auteur de polar préféré. J'ai terminé il n'y a pas très longtemps Je suis l'abysse, son dernier opus. Celui-ci aborde le sujet des maltraitances subies dans l'enfance et qui laissent des traces indélébiles. On y suit un tueur en série éboueur le jour, qui enquête sur la vie de ses futures victimes avec ce qu'il récupère de leurs déchets. En toile de fond, un lac de Côme bien loin du glamour de la villa de George Clooney. Ça fait suffisamment froid dans le dos pour que je le conseille. En plus de ce polar, rien que ce dernier mois, j'ai regardé sur Netflix un documentaire sur le suicide collectif involontaire de 10 membres d'une même famille en Inde sous l'emprise psychotique de l'un des leurs. Un autre sur un adolescent qui a massacré toute sa famille en Israël dans les années 80. Un sur un tueur en série de masse en Corée. Un autre documentaire sur la disparition d'une jeune fille de 17 ans à Séville. 2 ou 3 fictions sur des sujets similaires, dont un épisode de Faites entrer l'accusé. J'ai aussi écouté des dizaines de podcasts sur l'affaire du grêlé, Guy Georges et bien d'autres affaires sordides. Au cours de cette même période, j'ai fait quelques stations de métro accompagnées et je m'en suis félicitée. En revanche, j'ai frôlé l'attaque de panique dans un train menaçant de s'arrêter en plein tunnel. J'ai recommencé à éviter certaines rues trop dépouillées qui m'angoissent. Je me suis sentie incapable de faire 3 pas à l'extérieur de chez mon frère, qui habite à la campagne, et suis donc restée enfermée chez lui durant 3 jours. Et j'ai également paniqué à au moins 2 reprises dans des contextes formels. À la veille de mes vacances, je suis terrorisée à l'idée de devoir voyager seule. Et si ça se passait mal ? Et si je faisais une attaque de panique dans l'avion ? Et si, une fois en Italie, puisque c'est là que je vais, je me sentais mal et que j'avais aussitôt envie de rentrer chez moi à Paris ? Comment faire ? Ça s'appelle l'anxiété anticipatoire, et c'est le poison de ma vie. J'ai toujours une grande terreur de ce que mon corps pourrait me faire. Un corps que ma tête stressée redoute de ne pas pouvoir contrôler. Bienvenue dans Anti-Héroïne, le podcast artisanal qui décortique les peurs ordinaires. Deux larmes se rejoignent au niveau de mon menton jusqu'à se confondre, jusqu'à se fondre. Vouées à être essuyées d'un revers de la main ou à s'assécher et disparaître. Telles nos existences. Pourtant, tout semblait rouler ce jour-là, je n'ai juste pas eu de courage, du moins pas assez. Cette fois, ce sera donc la peur qui triomphera. C'est comme ça ne marche pas à tous les coups. Certains jours, on est plus fragile, on se sent fatigué, découragé, alors on cède, on laisse tomber. On se déteste, on est triste. On sait qu'on est notre propre prison, mais la liberté est au prix d'un inconnu qui nous est trop douloureux. L'incertitude fait plus de mal que cette prison sur mesure que l'on s'est créée. Cette prison confortable dont on connaît par cœur chaque angle, chaque arrondi, chaque aspérité. Même si on la déteste, au fond, elle nous rassure, cette prison. Elle nous rassure parce qu'on pense y être en sécurité. Je vis régulièrement ces défaites sur la peur, ce que j'appelle régression quand je ne suis pas vraiment gentille avec moi-même. Mais c'est pourtant bien comme cela que je le vis. Le plus dur, quand on est inquiet, c'est de ne rien faire. Et quand on souffre d'agoraphobie, ce sont précisément ces situations dans lesquelles on se trouverait impuissant à agir que l'on essaye d'éviter. En vain, bien sûr, la vie n'étant jamais tout à fait conforme à ce que l'on avait prévu ou imaginé. Lorsque l'anxiété est trop forte, il est trop dur d'attendre que ça passe. Trop dur de se confronter aux symptômes de la panique. Trop dur d'accepter la terreur et ce qu'elle engendre au plus profond de nous-mêmes. On cherche alors à agir et on n'a pas 36 solutions. Soit on avance le plus vite possible sans regarder autour ou en arrière, soit on revient en arrière. Dans un cas comme dans l'autre, le résultat est le même. On a pris la fuite. Et si, sur le moment, on est soulagé, rassuré, en réalité, on a aggravé notre cas, puisqu'on a démontré à notre cerveau qu'on était dans une situation dangereuse. Et croyez-en mon expérience, pour inverser ce processus, c'est beaucoup moins simple.
On est complètement addict à ce soulagement post-panique, et comme toutes les addictions, celle-ci nous fait plus de mal que de bien et se renforce avec le temps. Notre prison se rétrécit et nos angoisses se renforcent au rythme de nos évitements et de nos fuites. Pour gagner, il faudrait accepter d'avoir peur, accepter d'avoir mal, accepter de ne pas savoir ce qu'il va se passer, accepter l'image terrifiante que l'on a de nous-mêmes en train de défaillir. C'est à cette étape même que je suis bloquée depuis tant d'années, mais au moins, récemment, je l'ai compris. Désormais, j'assume cette peur maladive. J'essaye de me pardonner lorsque je n'ai pas la force de l'affronter. J'apprends à l'accueillir et à accepter ma vulnérabilité. Je fais en sorte de ne pas trop la ressasser et de me concentrer davantage sur ce qu'il y a de beau dans ma vie. J'essaye d'éprouver de la gratitude envers toutes ces peurs qui m'habitent, car elles m'ont tant appris. Elles m'ont réveillée, m'ont permis de mieux me connaître et de faire des choix qui me correspondent davantage. Elles m'apprennent finalement à devenir qui je suis. Et l'espoir, il est là. Comme l'écrit Gérard Guerrier, nier la peur, c'est prendre le risque de se laisser submerger par elle, comme cela a été mon cas. Je cite toujours : « En nous réconciliant avec elle, nous reprenons notre destin en main. Et quitte à en connaître le frisson, inspirons-nous de l'expérience de ces trompe-la-mort que sont les aventuriers de l'extrême. Prenons de vitesse les tourbillons de la vie. Nous n'en serons que plus libres. » Faire confiance à la vie et s'endormir. J'ai affiché ce mantra partout chez moi l'hiver dernier. Même si ma progression est trop lente à mon goût, même si les moments de découragement sont légion, curiosité et créativité se sont imposés comme mes boussoles principales. Je peux dire, comme la Boétie, je cite, que le feu qui me brûle est celui qui m'éclaire. La peur n'est pas mon ennemi, et quelque part, en me privant de certains plaisirs, les phobies m'ont fait réaliser à quel point la vie pouvait être belle. D'après le psychanalyste Alain Braconnier, la peur est une maladie d'amour. Toutes les personnes qui éprouvent ces peurs profondes ont en commun un regret, celui de ne pas avoir été aimées comme elles l'auraient désiré, de cet amour qui apporte la sécurité. Oui, comme la peur, l'amour, on y revient toujours. Je n'en ai pourtant pas manqué, sauf peut-être pour moi-même, pour ma vulnérabilité, pour mon humanité. C'est peut-être ça, au fond, qui est vertigineux. Non pas le vide dans lequel on pourrait fantasmer notre chute, notre fin, notre mort, mais au contraire la beauté folle que l'on pourrait rencontrer. Celle du lien qui nous unit à d'autres, à notre histoire, à notre environnement. La sidération émouvante devant une œuvre d'art, l'émerveillement face à un paysage, la simplicité des moments de partage avec nos proches, la poésie de certaines sensations. Voilà ce qui, peut-être, donne un sens à nos existences fugaces. Et pour la voir, cette beauté, il faut savoir être vulnérable. Je crois que je me rapproche pas à pas du précipice. J'ai peut-être plus peur que jamais, mais j'y vais. J'y vais parce qu'il s'en dégage un courant d'air qui, contrairement à une crise d'agoraphobie, ne m'oppresse pas. J'ignore ce que cet air va m'amener, mais je l'aspire à plein poumon, il me caresse les cheveux, et au final, c'est plutôt agréable. Désormais, j'assume bien mieux mon anti-héroïsme. Oui, je suis ultra sensible, souvent mélancolique et tout le temps anxieuse, procrastinatrice et incroyablement lente. Je suis extrêmement peureuse et outre mes phobies, j'ai sans cesse peur de déplaire, de ne pas être aimée, d'être trahie, abandonnée. Je déteste m'ennuyer dans des tâches qui ne m'intéressent pas. Par contre, j'adore ne rien faire et me perdre dans mes rêveries. Je suis exigeante. J'ai terriblement besoin de trouver du sens à ce que je fais. Je déteste admettre l'échec et je vis mal la moindre frustration. Mais je suis aussi passionnée et entière, et quand je décide d'y aller, j'y vais vraiment, et la tête la première.
Comprendre, découvrir, apprendre sont des besoins vitaux. Nous sommes tous des baroudeurs du quotidien, amenés à faire face à l'incertitude, à repousser nos limites. Le prix de cette liberté, c'est l'inconnu, et donc la peur, écrit Gérard Guerrier. D'où mon enquête sur la peur, les miennes, les nôtres, les vôtres. Une enquête qui n'en est qu'à ses débuts, et ça, je dois bien avouer que ça m'excite. Pour Maupassant, la peur était une sensation atroce, une décomposition de l'âme, un spasme affreux de la pensée et du cœur dont le souvenir seul donne des frissons d'angoisse. Pourtant, la peur est bien davantage que ce malaise que l'on redoute. Une amie m'a envoyé, il y a quelques mois, un tweet plutôt marrant du compte de Netflix France. Celui-ci disait, je cite, « Dites-vous qu'il y a des gens qui regardent des documentaires sur les tueurs en série pour se détendre. » Ce à quoi un interlocuteur lambda répondait « Bah of course !» Je fais bien sûr partie de cette audience. Mais je continue quand même à m'interroger sur ces curiosités morbides, sur ce voyeurisme malsain, sur ce plaisir coupable. Pourquoi sommes-nous si fascinés et même attirés par l'horreur, la violence, la tragédie ? Comment en sommes-nous arrivés à faire des histoires les plus effrayantes qui soient des sources de plaisir ? Pourquoi aimons-nous avoir peur ou nous faire peur ? J'en ai suffisamment parlé, je n'aime pas avoir peur. La peur a envahi chez moi de plus en plus de sphères de plaisir que j'essaye peu à peu de reconquérir. Un domaine pourtant a toujours résisté à cet envahisseur, celui des faits divers qui constitue un bon moyen de se faire peur. Certains préfèrent escalader des montagnes ou plonger dans des profondeurs océaniques infiniment noires. Mais le constat est le même. La plupart d'entre nous aimons nous faire peur. La peur n'est pas qu'une émotion négative, invalidante, désagréable, handicapante. La peur est aussi un loisir dont on se délecte. La différence est sans doute dans notre degré d'exposition au danger, mais la pulsion de départ est peut-être commune à la plupart de ces situations. Avec Internet, on n'a jamais autant consommé les contenus les plus violents et les plus horribles qui soient, mis en scène du réel ou pure fiction. On a peut-être tous ce besoin de frissonner à l'évocation de l'horreur. Après tout, on nous y habitue depuis tout petit avec ces contes qui contiennent leur lot de tragédies. On peut éprouver du plaisir à regarder ce qui par ailleurs nous terrorise, photos, vidéos, et jadis autres supplices et exécutions publiques. Une histoire ou une image peut nous toucher, nous terroriser, nous traumatiser même, et pourtant on y retourne, on en redemande. Comme bien dit par Stephen King, nous nous réfugions dans des terreurs pour de faux, afin d'éviter que les vrais nous terrassent. La peur fait vendre, et on y est accro. Les faits divers et leurs mystères, leurs énigmes, éveillent les enquêteurs en nous, selon le psychanalyste Patrick Avran. Ils s'invitent aussi au repas de famille, aux moments entre amis, au cours desquels on débat ardemment de l'issue d'un feuilleton du réel que l'on continue à suivre avec avidité. On se passe le mot des meilleurs documentaires, films, séries ou podcasts qui abordent ces affaires retentissantes, dont les protagonistes, criminels comme victimes, n'ont souvent rien d'extraordinaire. On échange des livres aussi. Il s'agit finalement d'un centre d'intérêt assez populaire, peut-être même davantage que le foot ou la musique, qui sait. On s'identifie aux victimes et à leurs proches. On imagine leur calvaire. On s'indigne, on a nous aussi soif de justice. On est intrigué et curieux de l'éternelle banalité du mal. On se demande si nous aussi on serait capable de violence jusqu'à tuer quelqu'un. Dans ces situations, la peur est un plaisir, et si elle l'est, c'est parce qu'on en maîtrise les contours et qu'on demeure en sécurité. Ce n'est pas la peur la vraie, finalement. Toujours selon Patrick Avran, certaines personnes, particulièrement angoissées, se repaissent de lectures et d'émissions traitant de faits divers plus sordides les uns que les autres. Paradoxalement, elles y trouvent un apaisement, la confirmation que c'est bien le monde qui ne tourne pas rond, et non pas elles qui ont un problème. Bien sûr, je me reconnais partiellement là-dedans.
J'ai rêvé, à maintes reprises, que j'assassinais des personnes ou que j'étais le témoin lâche et ou impuissant d'un massacre. Heureusement que les rêves suffisent, au moins pour la majorité des gens, à assouvir ce qui ressemble à des fantasmes morbides. En plus de cet aspect récréatif, la peur amènerait un regain de confiance en soi une fois traversée. Il est vrai qu'après chaque exposition à l'un des nombreux objets sur lesquels porte mon anxiété, je me sens mieux. Le retour est souvent moins angoissant que l'aller, non seulement parce qu'on connaît désormais le chemin, mais aussi parce que l'on est rassuré que l'aller se soit bien passé. Et on est fier d'y être parvenu. Et vous, quelle place la peur occupe-t-elle dans vos vies ? Pourquoi la recherchez-vous ? D'où vous vient ce plaisir d'avoir peur ? Dans les épisodes suivants, je continuerai mon autopsie de la peur en disséquant pas à pas les différentes dimensions avec des invités qui la désirent, la redoutent, la cultivent, la nient, l'accueillent, la combattent, l'observent. Je terminerai sur ces mots de Nicolas Bouvier, l'un de mes voyageurs préférés. On ne voyage pas pour se garnir d'exotisme et d'anecdotes comme un sapin de Noël, mais pour que la route vous plume, vous rince, vous essore, vous rende comme ces serviettes élimées par les lessives qu'on vous tend avec un éclat de savon dans les bordels. Je referme les guillemets. On n'a pas tous fréquenté les mêmes bordels, n'utilisons pas le même linge, la même lessive. Mais on a tous des détours à interroger, à décortiquer, à raconter. Merci pour votre écoute et à bientôt dans Anti-Héroïne. Si cet épisode vous a plu ou si vous voulez soutenir la suite de cette enquête sur la peur, je vous invite à mettre autant d'étoiles que vous le souhaitez sur votre application de podcast. Vous pouvez également suivre les actualités du podcast, faire des retours ou bien proposer des sujets ou des témoignages pour de prochains épisodes sur le compte Instagram antihéroïne.podcast. Merci pour votre soutien.